Octobre 2025. Une nuit au Sahel brise le récit. Des villages vidés et des puits secs. Puis, en moins de 12 heures, un zéro s'impose. Aucun soldat AES tombé. Que signifie cela pour vous et pour Ibrahim Traoré? À Tindiban, la surprise n'est pas un miracle importé. C'est une cohésion locale, trois fronts unifiés entre Mali, Niger et Burkina Faso, des drones artisanaux qui guident des frappes à TSR-5 et une initiative qui cesse d'avancer à reculons. Derrière la victoire, une réécriture silencieuse du pouvoir sahélien commence sous les yeux du monde. Cette histoire ne promet pas un simple récit de victoire militaire. Elle propose autre chose. Comprendre pourquoi un événement apparemment ponctuel peut modifier durablement la trajectoire d'une région que beaucoup considéraient comme perdue. Ce que révèle Tindiban dépasse les lignes de front. Il touche à la capacité d'un territoire à reprendre l'initiative, à produire sa propre intelligence stratégique et à rompre avec des dépendances anciennes, souvent invisibles mais profondément structurantes. L'enjeu est existentiel. Si cette dynamique tient, elle redéfinit la manière dont le Sahel se pense et se projette, non plus comme un espace condamné à la réaction, mais comme un acteur capable d'imposer son rythme. À l'inverse, si cet élan s'épuise, la victoire restera un sursaut isolé, rapidement absorbé par des pressions extérieures, des fragilités internes et des récits dominants déjà prêts à reprendre le dessus. Ce qui est en jeu concerne aussi l'observateur. Comprendre ce basculement, c'est interroger les certitudes importées, les modèles d'analyse automatique et la façon dont le pouvoir se construit loin des centres décisionnels habituels. La première rupture apparaît avec trois transmissions anormales interceptées au Mali, puis recoupées en moins de 2 heures, révélant une menace imminente que les analyses extérieures avaient jugée négligeable. Ces signaux, pris isolément, semblaient faibles. Mis ensemble, ils dessinaient une opportunité stratégique rare. C'est là que la dynamique bascule, car pour la première fois depuis longtemps, l'avantage ne vient ni de satellites lointains ni de centres de calcul étrangers, mais d'une lecture patiente du terrain sahélien lui-même. Dans cette convergence d'indices, Ibrahim Traoré et ses officiers comprennent qu'ils tiennent un levier inattendu. Le Sahel, souvent décrit comme un espace vide, révèle au contraire une densité de signes. Déplacement nocturne de motos, variation de fréquence radio, silence inhabituel sur certaines pistes. Chaque détail devient une donnée, et chaque donnée une pièce d'un puzzle que seuls des acteurs enracinés peuvent assembler sans délai. Un détail éclaire tout cela dans un contexte lourd. Les mois précédents ont vu des villages abandonnés, des familles déplacées et une peur diffuse s'installer au crépuscule. Pourtant, sous cette surface d'effondrement, un travail discret s'opère. Des commandants maliens, nigériens et burkinabés cessent de dépendre exclusivement de rapports venus d'ailleurs. Ils relient Bamako, Ouagadougou et Niamey par des réseaux humains souples, parfois improvisés, mais cohérents, fondés sur la confiance locale plutôt que sur des structures importées. Lorsque ces informations convergent, le cadre mental change. Il ne s'agit plus seulement de survivre ou de contenir, mais d'assumer l'initiative avant de redevenir des cibles attendues. Dans une salle faiblement éclairée, Ibrahim Traoré fixe alors un cap qui rompt avec des décennies de réflexes défensifs. Les dunes cessent d'être un symbole de résignation. Elles deviennent un espace lisible, stratégique, où l'intelligence locale reprend sa place centrale. Le Sahel cesse d'avancer à reculons. À cet instant, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un stratège isolé, mais comme un point de convergence. Son rôle n'est pas de centraliser chaque décision, mais d'ordonner des initiatives déjà en mouvement, issues du terrain. Il agit comme un chef d'orchestre discret, donnant une cohérence à des perceptions locales longtemps fragmentées.
Cette posture tranche avec des modèles hiérarchiques importés. Ici, l'autorité s'appuie sur l'écoute et la capacité à faire circuler l'information plus vite que l'adversité. Les premiers effets se manifestent rapidement, à petite échelle, presque sans bruit. À Arbinda, des éclaireurs locaux repèrent un groupe armé se dirigeant vers une zone réputée déserte. L'alerte circule par des relais humains, puis se transforme en mouvement coordonné. Les unités sahéliennes convergent sans précipitation inutile, interceptent l'ennemi et neutralisent la menace en quelques minutes. Ce micro-événement n'est pas spectaculaire vu de loin, mais il agit comme un signal interne puissant. La réactivité locale fonctionne. Autour de ces actions précoces, un changement subtil s'opère chez les populations. Les habitants observent d'abord avec prudence, puis ajustent leurs gestes quotidiens. Certains reprennent des trajets abandonnés, d'autres restent dehors un peu plus tard au crépuscule. Rien n'est encore acquis, mais une perception nouvelle s'installe. La peur n'est plus l'unique horizon. Ces impacts précoces, fragiles mais tangibles, donnent un sens concret à la stratégie. Le basculement n'est pas abstrait. Il se mesure dans des déplacements, des silences rompus, des routines qui recommencent. L'essentiel, c'est que lorsque l'initiative change de camp, même brièvement, tout un territoire commence à se réorganiser autour de cette possibilité. Tout commence par une phase d'activation presque imperceptible. Les indices accumulés les jours précédents cessent d'être des fragments isolés pour devenir une trajectoire claire. Dans le nord du Burkina Faso, les unités sahéliennes se mettent en mouvement sans annonce publique, sans démonstration de force inutile. Les systèmes de roquettes R5 sont positionnés discrètement, non comme un symbole de puissance, mais comme un outil précis au sein d'un ensemble coordonné. L'objectif n'est plus de répondre à une attaque, mais de frapper avant que la menace ne se matérialise pleinement. La montée en intensité était rapide. Lorsque les premières salves sont lancées, elles ne cherchent pas la saturation, mais la désorganisation. Les moteurs adverses sont pris par surprise, les convois immobilisés avant même de comprendre la nature de l'opération. Cette phase de montée révèle une différence fondamentale avec le passé. Chaque action est reliée à une information locale vérifiée. Chaque mouvement s'inscrit dans une lecture fine du terrain. Ibrahim Traoré suit l'évolution non comme un chef distant, mais comme un lecteur attentif d'une partition collective déjà répétée. Le moment le plus décisif survient lorsque la coordination tri-frontalière entre en jeu. Depuis le Niger, des unités mobiles ferment silencieusement les routes secondaires. Depuis le Mali, des appareils aériens tracent des trajectoires qui signalent l'alignement stratégique, plus que la domination. Des drones artisanaux, légers et discrets, guident chaque frappe, chaque pause, chaque redéploiement. Rien n'est dispersé, rien n'est laissé au hasard. La stratégie, longtemps jugée irréaliste pour le Sahel, devient soudain lisible dans son exécution. À ce moment précis, l'adversaire ne s'effondre pas sous la force brute, mais sous la perte de repères. Privés de carburant, coupés de leur communication, les forces ennemies se fragmentent avant de pouvoir se regrouper. Les dépôts explosent successivement, non comme un spectacle, mais comme la conséquence logique d'une chaîne d'initiatives bien placée. La contre-attaque attendue ne vient pas. Le silence qui s'installe est lourd, presque irréel. Les répliques, ou plutôt les résonances, se font sentir dès l'aube. À midi, le désert a déjà retrouvé une apparente tranquillité. Mais autour, dans les villages voisins, quelque chose a changé. Les habitants sortent prudemment, observent, écoutent. Ils comprennent que cette nuit n'a pas ressemblé aux précédentes. Des femmes retournent au puits, des hommes ressortent des drapeaux oubliés, des enfants courent entre les convois avec une énergie contenue depuis trop longtemps. Ils ne célèbrent pas une autorité abstraite. Ils s'allument la possibilité retrouvée de rester. Ce sont ces du champ, ces ondes secondaires, qui donnent sa portée réelle à la séquence.
La victoire militaire, rapide et concentrée, agit comme un déclencheur psychologique. Elle modifie la manière dont le territoire se perçoit et se projette. Pour Ibrahim Traoré, cette chaîne d'événements confirme une intuition. L'enjeu n'est pas seulement de gagner une bataille, mais de prouver qu'un autre rythme est possible, fondé sur l'initiative locale et la cohérence collective. On peut le voir dès le départ. Après des années de pertes continues et d'initiatives subies, la nuit de Tindiban affiche un écart saisissant, avec 0 soldat de l'AES tombé là où les opérations précédentes impliquaient presque toujours des pertes. Ce chiffre, pris seul, ne raconte pas une prouesse miraculeuse. Il marque surtout une rupture stratégique, le passage d'une logique de survie à une logique d'initiative maîtrisée. La comparaison avec le niveau de départ implicite, des affrontements fragmentés, coûteux et réactifs, suffit à mesurer l'ampleur du basculement. Un autre élément mesurable concerne la durée totale de l'opération. Moins de 12 heures entre la première salve et l'effondrement des positions adverses. Dans un théâtre sahélien réputé lent et dispersé, cette brièveté n'est pas un détail. Elle indique une synchronisation construite en amont, patiemment, par accumulation d'observations locales et par tests successifs de coordination. Le temps compressé devient ici un indicateur de maturité opérationnelle. Plus la chaîne décisionnelle est courte, plus l'exécution peut rester précise. Et un dernier chiffre complète le tableau. 3 fronts unifiés, Mali, Niger et Burkina Faso, opérant de manière simultanée sans appui extérieur déclaré. Cette simultanéité, c'est rare dans l'histoire récente de la région. Elle traduit une intégration tactique fondée sur la confiance mutuelle et l'interopérabilité minimale, plutôt que sur des architectures lourdes importées. Ces 3 données, un zéro, un laps de moins de 12 heures, 3 fronts, ne sont pas spectaculaires par leur ampleur, mais par leur cohérence interne. Avec ces repères en tête, on voit se dessiner une lecture plus claire dans les centres de commandement. Les flux captés par les drones artisanaux montrent des ruptures nettes. Colonnes immobilisées, changements soudains de trajectoire, silence radio prolongé. L'ennemi ne se replie pas de façon ordonnée. Il se désorganise progressivement, signe que l'initiative a été prise au bon moment. Chaque observation confirme que la précision observée n'est pas le fruit d'une technologie étrangère décisive, mais d'une compréhension locale fine du terrain. Les drones, souvent évoqués comme un symbole, prennent ici une valeur de mesure. Leur rôle n'est pas de multiplier les frappes, mais de réduire l'incertitude. Silencieux, légers, parfois assemblés dans des ateliers improvisés, ils guident les roquettes SR5 avec une exactitude suffisante pour éviter la dispersion. Cette sobriété technique devient un multiplicateur d'efficacité, moins de moyens, mais mieux alignés. Dans cette logique, la donnée n'est utile que si elle circule vite et reste actionnable. Bamako, Ouagadougou et Niamey cessent alors d'être des points isolés pour former une grille fonctionnelle. Les informations filtrées circulent rapidement. Les décisions se prennent sans détour inutile. Ibrahim Traoré observe ces chiffres et ces flux comme on lit un tableau de bord simplifié, où chaque indicateur renvoie à une réalité tangible sur le terrain. Loin d'un miracle, les preuves quantitatives décrivent une cohésion forgée dans la durée, puis révélée en une nuit. Les nombres ne promettent pas l'avenir, ils attestent qu'un seuil a été franchi. Après Tindiban, 2 lectures critiques reviennent souvent dans les analyses extérieures. La première affirme qu'une opération d'une telle précision ne peut avoir été conduite sans un appui étranger décisif. Selon cet argument, la rapidité des frappes, la coordination multifront et l'usage de systèmes comme les SR5 dépasseraient nécessairement les capacités locales. Cette lecture s'appuie sur une longue histoire de
d'interventions externes dans la région et sur l'idée persistante que les armées sahéliennes restent structurellement dépendantes de technologies importées. Une autre lecture, plus nuancée mais tout aussi sceptique, décrit Tindiban comme un épisode isolé. Dans cette perspective, la victoire serait le produit d'une conjonction exceptionnelle de circonstances favorables, difficilement reproductibles dans le temps. Le manque de ressources, la fragilité institutionnelle et la pression constante de groupes armés rendraient illusoire toute continuité stratégique. Autrement dit, le succès serait réel mais condamné à rester sans lendemain. Ces deux positions méritent d'être prises au sérieux. Elles rappellent que le Sahel a souvent connu des retournements ponctuels suivis de replis prolongés. Cependant, elles partagent une même limite. Elles sous-estiment la transformation progressive de l'intelligence locale. À Tindiban, l'efficacité observée ne repose pas sur une supériorité technologique massive, mais sur une réduction de l'incertitude grâce à des réseaux humains, une écoute fine du terrain et une capacité à décider vite. Ce sont des facteurs difficilement visibles depuis l'extérieur, mais mesurables dans la cohérence de l'exécution. La simultanéité des trois fronts, par exemple, n'exige pas une infrastructure lourde si les objectifs sont clairs et les canaux de communication courts. De même, les drones artisanaux ne remplacent pas des systèmes avancés. Ils remplissent une fonction précise, suffisante pour guider et synchroniser. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'incarne pas une dépendance nouvelle, mais une mise en cohérence de ressources existantes, longtemps dispersées. Ainsi, la réponse aux critiques ne consiste pas à nier les fragilités du Sahel, mais à reconnaître que Tindiban révèle un changement de nature. L'opération ne garantit pas la répétition automatique du succès. Elle démontre toutefois que les conditions minimales d'une autonomie opérationnelle existent désormais. C'est cette possibilité, plus que la victoire elle-même, que les lectures sceptiques peinent encore à intégrer. À mi-chemin du récit, le sens de Tindiban se déplace. Ce qui semblait être un succès tactique devient la manifestation d'un changement plus profond, une redéfinition silencieuse de la manière dont le pouvoir s'exerce au Sahel. La révélation centrale n'est pas l'efficacité des frappes, mais la capacité à produire une décision collective sans validation extérieure préalable. Le centre de gravité se déplace de la réaction vers l'initiative, de l'attente vers l'anticipation. Dans cette bascule, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un commandant victorieux que comme le garant d'un tempo nouveau. Le pouvoir ne se mesure plus seulement à la force déployée, mais à la maîtrise du rythme. Quand agir, quand attendre, quand frapper brièvement puis s'effacer. Cette logique rompt avec des décennies où le Sahel subissait des calendriers imposés, souvent déconnectés du terrain et de ses signaux faibles. Ce changement de perspective affectait aussi la lecture extérieure. Ce qui était interprété comme un miracle se révèle être le produit d'une maturation discrète, fondée sur l'écoute locale, la circulation rapide de l'information et une coordination pragmatique. Le cœur du basculement n'est donc pas visible dans les explosions, mais dans ce qui les précède et les suit, une capacité retrouvée à décider par soi-même. À ce stade, la question n'est plus de savoir comment la victoire a été obtenue, mais ce qu'elle autorise désormais. La réponse commence à se dessiner dans les conséquences concrètes qui suivent. Les effets de Tindiban se lisent d'abord à l'échelle des populations locales. Dans les jours qui suivent, le changement n'est pas spectaculaire, mais progressif. Des familles reviennent vers des villages quittés depuis des mois, parfois des années. Les routes secondaires, longtemps évitées, sont de nouveau empruntées en plein jour. Les puits sont rouverts, les champs inspectés, les marchés hebdomadaires reprennent une activité hésitante. Cette réappropriation de l'espace ne signifie pas la fin du danger, mais elle marque un déplacement décisif. La peur cesse d'être l'unique boussole des déplacements quotidiens. Pour les travailleurs et acteurs économiques locaux, l'impact est tout aussi tangible. Artisans, réparateurs de motos, commerçants
et cultivateurs retrouvent des marges de manœuvre limitées mais réelles. La circulation des biens essentiels, interrompue ou détournée par crainte, devient plus fluide. Les circuits courts se reforment, soutenus par une sécurité relative sur certains axes. Cette reprise ne transforme pas immédiatement les conditions de vie, mais elle restaure un principe fondamental, la possibilité de planifier à court terme. Là où régnait l'improvisation permanente, un début de continuité réapparaît. La jeunesse sahélienne constitue un troisième groupe fortement touché par ce basculement. Pour beaucoup de jeunes, Tindiban n'est pas seulement un fait militaire, mais une preuve symbolique que leur région n'est pas condamnée à l'impuissance. Dans les écoles rouvertes et les universités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les discussions évoluent. Certains se tournent vers des formations techniques, d'autres vers des rôles communautaires ou stratégiques. L'événement nourrit une projection nouvelle, celle d'un avenir où l'initiative locale peut produire des résultats visibles. Cette transformation des attentes est lente, mais elle modifie en profondeur le rapport au futur. Enfin, les dynamiques régionales s'en trouvent affectées. La coordination entre Mali, Niger et Burkina Faso, mise à l'épreuve à Tindiban, acquiert une crédibilité inédite. Sur le continent, des observateurs africains évoquent désormais un modèle sahélien fondé sur l'autonomie et la coopération pragmatique. À l'international, les partenaires extérieurs réévaluent leur grille de lecture, parfois avec prudence, parfois avec scepticisme. Pour Ibrahim Traoré, ces réactions contrastées confirment que la victoire a déplacé le débat. Le Sahel n'est plus seulement perçu comme un espace en crise, mais comme un acteur capable d'initiatives collectives. Ces conséquences ne garantissent ni stabilité durable ni succès automatique. Elles montrent cependant que Tindiban a produit des effets mesurables sur des groupes distincts, du quotidien des villages aux équilibres régionaux. La victoire cesse alors d'être un point final. Elle devient un levier dont l'usage déterminera la suite. À partir de Tindiban, l'évolution du Sahel peut suivre plusieurs trajectoires plausibles, sans qu'aucune ne s'impose mécaniquement. On peut imaginer d'abord une trajectoire de consolidation prudente. Les forces de l'AES stabilisent les zones reprises sans chercher une expansion rapide. Les routes rouvertes restent praticables, les marchés fonctionnent de manière intermittente et la surveillance par drones artisanaux demeure essentiellement défensive. Les décisions privilégient la continuité plutôt que l'audace, laissant nos communautés le temps d'absorber le choc du changement. Dans ce cadre, les gains sont modestes mais durables, et l'initiative locale s'ancre progressivement dans les routines. On peut aussi envisager une trajectoire plus optimiste où les enseignements de Tindiban se transforment en moteurs institutionnels. Les réseaux de renseignements locaux se structurent davantage, les échanges entre Mali, Niger et Burkina Faso gagnent en fluidité et les formations techniques se multiplient. Les universités et centres de formation deviennent des incubateurs de doctrine où l'expérience du terrain est traduite en méthodes transmissibles. Les corridors commerciaux se renforcent, réduisant la précarité et favorisant une interdépendance régionale plus solide. Dans cette trajectoire, la coordination trifrontalière cesse d'être exceptionnelle et devient un standard opérationnel. Et, à l'inverse, une trajectoire plus tendue reste possible. Les pressions extérieures s'intensifient, qu'elles prennent la forme de sanctions, de récits hostiles ou de tentatives de déstabilisation indirecte. Les axes logistiques rouvertes subissent des perturbations répétées, exploitant les failles inévitables d'un dispositif encore jeune. La propagande cherche à raviver les doutes internes, tandis que les infrastructures civiles peinent à suivre les besoins croissants des populations revenues. Dans ce contexte, la victoire de Tindiban conserve sa valeur symbolique,
mais son élan opérationnel s'érode. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Elles montrent que l'avenir dépend moins d'un événement passé que des choix quotidiens à venir. Où investir l'énergie, quand ralentir, comment préserver la cohésion sans la figer. La question centrale n'est donc pas de savoir quelle trajectoire surviendra, mais quelles capacités collectives permettront d'en favoriser une plutôt qu'une autre. Au-delà des cartes et des trajectoires, Tindiban agit sur des cercles humains concrets, et c'est là que le récit touche l'observateur. D'abord, il y a les familles ordinaires. Leur quotidien ne change pas par des déclarations, mais par des gestes minuscules redevenus possibles. Rester dehors un peu plus tard, reprendre un chemin évité, laisser les enfants jouer sans surveiller chaque bruit. Ces gestes, souvent invisibles de loin, indiquent que la peur n'organise plus seule l'espace. La normalité revient par fragments, et chaque fragment compte. Ensuite, il y a les travailleurs et artisans. Pour eux, la sécurité relative n'est pas une abstraction. Elle conditionne la possibilité d'ouvrir un atelier, de réparer une moto, de transporter une récolte sans détour. Quand les axes se stabilisent, même partiellement, la planification redevient envisageable. Cela ne garantit ni prospérité ni stabilité immédiate, mais restaure une dignité économique minimale, celle de pouvoir anticiper le lendemain plutôt que d'improviser dans l'urgence permanente. Et puis, il y a les jeunes et les étudiants. Leur rapport au futur est particulièrement sensible aux signaux symboliques. Tindiban n'efface pas les obstacles structurels, mais il introduit une idée nouvelle. L'initiative locale peut produire des effets visibles. Dans les discussions, les projets d'études, les engagements communautaires, cette idée modifie les horizons. Le futur cesse d'être uniquement subi. Il devient au moins partiellement discutable et façonnable. Pour l'observateur extérieur, ces cercles invitent à un déplacement du regard. Comprendre le Sahel à partir de ses expériences quotidiennes oblige à abandonner des grilles d'analyse trop générales. La transformation ne se mesure pas seulement en kilomètres sécurisés ou en opérations réussies, mais dans la manière dont les individus réajustent leurs choix. C'est à ce niveau que le basculement devient lisible et que la question centrale s'impose. Comment soutenir ce qui permet aux communautés de maintenir cet élan sans le figer? Transformer l'élan de Tindiban en dynamique durable exige une progression lisible et mesurable. D'abord, il s'agit de sécuriser les zones reprises sans étendre inutilement le dispositif. Des patrouilles locales élargies, appuyées par une surveillance ciblée via drones artisanaux, permettent de détecter tôt les menaces et d'éviter le retour de la peur. L'indicateur clé n'est pas le nombre d'opérations, mais la continuité des déplacements civils sur des axes précis. Ensuite, il faut stabiliser les services essentiels. La réouverture des écoles, des points d'eau et des dispensaires agit comme un multiplicateur de confiance. Chaque service remis en fonctionnement réduit la pression sur les populations déplacées et limite les flux erratiques. Le suivi se fait par des critères simples: fréquentation scolaire, accès régulier à l'eau, disponibilité des soins de base. Ici, la rapidité compte moins que la fiabilité. Puis, relancer les circuits économiques courts devient décisif. La sécurisation des routes secondaires et la remise en état d'infrastructures légères favorisent le retour des marchés locaux. Des équipes de réparation formées sur place peuvent intervenir sur des ponts, pistes et bâtiments administratifs. La mesure du succès repose sur la régularité des échanges et la réduction des détours imposés par l'insécurité. Dans le même mouvement, former la nouvelle génération devient central. Des programmes combinant compétences techniques, maintenance des équipements et médiation communautaire renforcent l'autonomie. L'objectif n'est pas la spécialisation extrême, mais la polyvalence utile au terrain. Le suivi privilégie l'insertion locale plutôt que des diplômes abstraits.
Enfin, structurer la gouvernance régionale donne de la cohérence à l'ensemble. En clarifiant les engagements de défense et les échanges économiques au sein de l'AES, un cadre commun s'installe. Ibrahim Traoré apparaît d'ici comme un garant d'alignement, non comme un gestionnaire unique. La réussite se mesure à la capacité du système à fonctionner sans décisions exceptionnelles. Cette progression ne promet pas l'absence de crise, elle crée des amortisseurs pour y répondre collectivement. Lorsque les premiers éclaireurs avaient permis à Arbinda de respirer à nouveau, personne n'imaginait que ce motif, celui d'un territoire qui reprend possession de ses nuits, deviendrait le fil conducteur d'un basculement plus large. Les maisons fissurées, les puits à moitié ensablés et les routes silencieuses portaient la mémoire d'années de fuite. Pourtant, ce sont ces mêmes lieux qui accueillent aujourd'hui des retours prudents, gestes lents mais déterminés, d'une population qui refuse la résignation. Au fil de ses déplacements, Ibrahim Traoré retrouve ce motif dans chaque communauté. D'abord l'hésitation, puis une respiration, enfin un mouvement. Rien de spectaculaire, rien de proclamé. Les enfants recommencent à courir au crépuscule, les commerçants réinstallent leurs étals sans certitude absolue, les familles partagent à nouveau la lumière fragile des soirées ordinaires. C'est dans ces scènes modestes que se joue la portée réelle de Tindiban, bien loin des cartes d'état-major. La victoire militaire n'a été qu'un seuil. Le reste appartient aux habitants, à leur capacité à transformer la peur en mouvement, puis le mouvement en lien durable. Ce lien, une fois recréé, devient plus résistant que n'importe quelle démonstration de force. Le Sahel ne se raconte plus seulement par ses crises, mais par cette obstination silencieuse à rester, reconstruire et avancer. La force renaît toujours dans le silence des villages. Si l'écho de Tindiban continue de circuler, ce n'est pas seulement à cause d'une opération réussie, mais parce que des voix ordinaires l'ont portée. Celles des familles revenues sans certitude, des jeunes qui débattent de leur avenir, des travailleurs qui reconstruisent sans attendre une autorisation venue d'ailleurs. Ces voix ne forment pas un slogan. Elles composent d'un récit collectif encore fragile, mais vivant, qui mérite d'être discuté plutôt que figé. Partager cette histoire, la confronter à d'autres lectures, c'est prolonger l'élan sans le transformer en mythe. Cela suppose d'accepter les zones d'ombre, les risques de recul et les tensions à venir, tout en reconnaissant ce qui a changé. Le Sahel n'apparaît plus uniquement comme un espace de crise. Il se présente comme un lieu d'apprentissage où l'initiative locale teste ses propres limites. Pour l'observateur, la question n'est donc pas d'adhérer ou de rejeter, mais d'ajuster son regard. Que fait-on de cette capacité retrouvée à décider par soi-même? Comment l'accompagner sans la confisquer? En posant ces questions, le débat reste ouvert et la voix sahélienne conserve sa place. Quelle place souhaitez-vous lui donner dans votre propre lecture du monde?